Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Audi Q4 e-tron. Et l'Audi Q4 e-tron, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau SUV compact 100% électrique d'Audi. Alors ce Q4 e-tron, eh bien, c'est un cousin des Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq qu'on a déjà essayé sur la chaîne, puisqu'il repose sur la même plateforme MEB, la plateforme spécialement dédiée aux véhicules électriques développés par le groupe Volkswagen. Notre Q4 d'essai ici est une version de lancement, une version First Edition donc, qui se reconnaît à sa teinte grise spécifique, à ses jantes de 21 pouces de couleur bronze qu'on retrouve également ici sur le logo Audi sur le montant C. Et puis parmi les autres spécificités du véhicule, il y a également un intérieur de couleur particulière qui sera réservé à cette version de lancement. Ce Q4 adopte bien sûr le style Audi, mais il apporte sa petite touche, c'est-à-dire qu'on retrouve quelques nouvelles expressions, quelques nouveaux éléments de langage stylistique Audi, à commencer par cette calandre. On retrouve toujours cette calandre trapézoïdale, mais elle est ici plus élargie, un peu plus ramassée, et puis surtout forcément, elle est pleine puisque un moteur électrique a besoin de beaucoup moins de refroidissement qu'un moteur thermique. Audi a quand même tenu à garder une face avant avec une pseudo-calandre, contrairement à d'autres marques qui font le choix d'avoir une calandre complètement lisse. Ça permet de rapprocher le modèle des autres véhicules de la gamme. À l'arrière, on retrouve bien sûr ce bandeau traversant qui est une sorte de signature des nouveaux modèles électriques d'Audi et d'autres marques d'ailleurs. C'est un élément stylistique qu'on retrouve désormais beaucoup dans l'univers automobile. Et puis quand on ouvre le coffre, on a accès à un beau volume, 520 litres avec un plancher de chargement plat et même jusqu'à 535 litres sur la version Sportback. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce Q4 arrive d'emblée en deux carrosseries. On a cette version, donc le Q4 normal entre guillemets, et puis on a la version Sportback pour les amateurs du genre, donc un SUV qu'on appelle coupé avec un arrière tronqué ici et qui se veut plus sportif visuellement, mais également plus aérodynamique, et on verra tout à l'heure que ça influe sur l'autonomie. À bord de l'e-tron, l'habitacle est résolument technologique. Il est vraiment dans la filiation avec l'Audi e-tron Quattro qu'on a déjà essayé, avec la RS e-tron Quattro d'ailleurs qu'on a déjà essayé. On retrouve notamment ce poste très horizontal avec les aérateurs ici et face aux passagers. Et puis surtout, eh bien, on a ce qui est désormais indispensable. On a un grand écran de 10,1 pouces pour le système MMI. Alors, le MMI est proposé en trois catégories. On a le MMI Plus et le MMI Pro. Et puis en fin d'année, cet écran pourra passer à une diagonale de 11,6 pouces en option. Face au conducteur, on a également un autre écran, comme sur les autres modèles e-tron. Donc un écran de 10,25 pouces qui affiche donc le Virtual Cockpit, qui permet donc d'afficher toutes les données du véhicule et de personnaliser l'affichage suivant ce qu'on désire afficher en grand. Et puis face au conducteur, on a un afficheur tête haute dans le pare-brise de toute nouvelle génération avec affichage en réalité augmentée. Alors si on le souhaite, on peut également en personnaliser l'affichage en allant dans le menu ici. Donc voilà, là on peut voir qu'on est en réalité augmentée. On peut également choisir de mettre l'affichage basique ou même de le désactiver. Et puis si on va sur contenu affiché, eh bien voilà, on peut programmer ce qu'on souhaite voir affiché dans cet afficheur tête haute. Donc panneau de signalisation, limiteur de vitesse, cruise control adaptatif, avertissement de franchissement de ligne ou assistant d'efficience. On retrouve heureusement des commandes bien réelles pour la climatisation, donc ici, ce qui permet d'avoir un accès direct à toutes les commandes de clim, au siège chauffant et au dégivrage, sans avoir à passer par un sous-menu du système central. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que quand on conduit, c'est pas toujours évident. Là, on a vraiment un accès direct avec des touches physiques. C'est vraiment ce qui se fait de plus ergonomique. Et puis en dessous, on a ce magnifique meuble de bord parfaitement assemblé comme toujours chez Audi. Vraiment, l'assemblage est millimétré, on n'a rien à redire. Où on retrouve cette commande de boîte de vitesse toute compacte. On a également le bouton Start and Stop qui ne sera pas d'une grande utilité puisque comme dans un ID.4 ou un Enyaq, dès qu'on monte à bord, qu'on appuie sur la pédale de frein, la voiture s'initialise et pour démarrer, on n'a plus qu'à basculer le petit levier sur le mode D. À côté, on retrouve la commande tactile elle aussi pour régler le volume ou pour changer de station du multimédia, la commande de la caméra, la commande des différents assistants de conduite. Donc en appuyant là, on a accès directement aux différents assistants de conduite et on peut donc les paramétrer en fonction de ses besoins, de ses envies. Donc le limiteur de vitesse, l'avertisseur de distance de sécurité, etc., etc. Ici derrière le bouton pour désactiver le SP et puis ici le Drive Select qui permet donc de choisir entre un mode Efficiency, Confort, Auto
dynamique ou encore de personnaliser les différentes fonctionnalités via le mode individuel. Mais ça, c'est un peu comme sur toutes les Audi qui sont dotées du Drive Select. Donc, on retrouve ces mêmes paramétrages. Bien qu'ici, il y a forcément moins de possibilités de personnalisation puisqu'on va juste pouvoir choisir entre la propulsion si on la veut plus économique, équilibrée ou sportive. En somme, ça signifiera simplement avoir une réponse plus rapide ou plus douce à la pédale d'accélérateur. Et puis la direction si on la veut confortable ou sportive, à savoir un peu plus souple ou un peu plus ferme. Mais puisque la voiture n'est pas dotée de suspension adaptative, eh bien on n'aura pas la possibilité par exemple de régler l'amortissement. Inutile de préciser évidemment que ce système multimédia est également doté de toute la connectivité inhérente à un véhicule moderne, donc avec une connectivité de smartphone, Apple CarPlay et Android Auto. Et puis on pourra le connecter via les petits ports USB. Malheureusement, c'est de l'USB-C partout désormais. Donc pour ça, eh bien, il faudra s'équiper en conséquence. La vraie nouveauté de cet intérieur, c'est ce nouveau volant à double méplat avec des commandes tactiles pour toutes les fonctions du véhicule, donc aussi bien pour le MMI que pour le Virtual Cockpit. Le bon point de ce volant, c'est que même si les commandes sont tactiles, donc on peut les activer par simple glissement comme ceci sur le volant, on peut également cliquer. Donc ça permettra de trouver un juste milieu entre ceux qui aiment bien, qui s'habituent facilement en tout cas à ces commandes purement tactiles, et puis à ceux qui préfèrent toujours la validation du clic quelque part pour signifier que la commande est bien encodée. Avec 4,59 m de long, ce Q4 e-tron est seulement 6 cm plus court qu'un Enyaq et donc s'approche du gabarit de ses deux cousins, donc comme je disais, l'Enyaq et l'ID4. Il est donc parfaitement à mi-chemin entre un Q3 et un Q5 dans la gamme Audi. Donc jusque-là, eh bien, la hiérarchie est préservée, la hiérarchie des appellations en tout cas est préservée. Et puis il se décline en 3 versions. Il y aura donc la 35 qui sera la version d'entrée de gamme, donc avec une batterie de 55 kWh brut et un moteur de 170 chevaux pour une autonomie d'environ 341 km. On aura ensuite la version 40 e-tron comme celle qu'on essaye aujourd'hui, avec un moteur de 204 chevaux et une batterie de 82 kWh brut, qui promet une autonomie de 520 km. C'est donc la version la plus autonome qu'on essaye aujourd'hui. Et tout en haut de la gamme, il y aura la version 50 e-tron, donc avec une double motorisation, un moteur de 204 chevaux à l'avant comme ici, et puis un deuxième moteur de 109 chevaux à l'arrière pour une puissance totale cumulée de 299 chevaux. Cette version est également couplée à la grande batterie de 82 kWh et promet une autonomie d'environ 488 km. Sachez aussi que, comme je le disais en introduction, eh bien, la version Sportback est un petit peu plus aérodynamique et propose donc une autonomie légèrement supérieure. À chaque fois, on est sur une variation de 6 à 10 km environ, mais l'autonomie est systématiquement un petit peu supérieure sur la version Sportback, sauf sur cette version 40 e-tron où là, c'est 520 km sur les deux formes de carrosserie. Au volant, on est vraiment bien installé. On a des sièges avec un bon maintien latéral, des sièges qui sont assez agréables, fermes. Dans les habitudes d'Audi, l'assise est assez ferme, mais on est bien assis et puis on a de multiples réglages, notamment ici au niveau de l'assise. Donc on pourra vraiment trouver une excellente position de conduite. Précisons encore que l'habitacle est fait de nombreux matériaux recyclés, notamment les sièges de la version S-Line qui sont faits chacun, dont le recouvrement de chacun d'entre eux nécessite 26 bouteilles en plastique recyclées d'1,5 litre. Donc ça, c'est forcément très bien pour l'environnement. Au volant, on a quelque chose de très agréable. La direction est bien calibrée, elle est plutôt ferme et directe, et pourtant ici, elle est encore dans sa configuration confortable. On essaiera ensuite le mode dynamique pour voir ce que ça donne si on a une vraie différence flagrante. Mais on sent aussi qu'on a un amortissement qui est lui aussi orienté vers une conduite plutôt dynamique, à savoir que c'est assez ferme. Alors l'avantage, bien sûr, c'est que ça permet de ne pas prendre de roulis dans les enchaînements de virages, donc d'avoir quelque chose de très stable et là encore d'orienter, comme je le disais, dynamisme pour ceux qui aiment se faire plaisir dans une conduite un peu plus incisive. Mais on a quelque chose, à contrario, de très ferme, donc qui ne favorise pas l'amortissement sur les routes dégradées ou sur les passages de bosse, un peu comme ici le passage à niveau. Donc il faudra vraiment ralentir, prendre ses précautions sur les grosses aspérités, d'autant que, comme je le disais, eh bien, la sellerie est elle aussi assez ferme. Côté régénération, ce Q4 e-tron est bien sûr doté du système de régénération et de freinage prédictif, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de tous les paramètres, de tous les éléments extérieurs, de tous les éléments de conduite
pour adapter en temps réel le freinage et la régénération. Ainsi, par exemple, il pourra tenir compte des limitations de vitesse en vigueur ou des limitations qui vont se présenter à nous suivant les données du GPS. Selon les mêmes données, il pourra également anticiper l'arrivée d'un virage ou d'un rond-point ou d'un carrefour, par exemple. Et puis, il tient également compte de tout le trafic, c'est-à-dire que si on s'approche d'un véhicule, eh bien, il va moduler la régénération de manière à ce qu'on récupère un maximum d'énergie pour arriver derrière le véhicule pratiquement sans freiner. Mais cette régénération, il est également possible de la faire varier manuellement via les palettes au volant selon 3 niveaux. Donc, en cliquant ici sur la palette de gauche, eh bien, on va augmenter la régénération. Et en cliquant sur celle de droite, eh bien, on va repasser sur la régénération, je vais dire en roue libre, sur le mode D normal, ou du moins on va réduire la régénération. Et pour la première fois, Audi dote un de ses modèles e-tron d'un mode B également. Alors, ils nous ont parlé d'un one pedal driving. Honnêtement, ça n'en est pas tout à fait un. C'est-à-dire que oui, la récupération est vraiment optimisée, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Voilà, là on peut vraiment ralentir très fort, mais si je lâche, eh bien la voiture va quand même continuer à avancer. Elle ne va pas s'arrêter jusqu'à 0 complètement. C'est quand même une avancée par rapport aux autres modèles e-tron, puisque ni les SUV e-tron et e-tron Sportback, ni la RS e-tron GT n'étaient dotés d'un tel mode. Et vous savez comme moi que eh bien, dans un environnement urbain, ce mode B est toujours quelque chose de très pratique. Et puis en ville, en plus de ce mode B, on a un rayon de braquage qui est très très court, 10,2 mètres. Et ça assure vraiment une maniabilité qui est topissime. C'est vraiment super pratique pour les manœuvres et pour se faufiler dans les centres urbains. C'est vraiment top. Au niveau de la recharge, la version 35 e-tron, donc avec la petite batterie de 52 kWh, est dotée d'origine d'un chargeur de 7,2 kWh en courant alternatif et acceptera des charges à haute puissance jusqu'à 100 kW. Les versions équipées de cette grosse batterie comme celle-ci, donc les 40 et 50 e-tron, accepteront quant à elles des charges jusqu'à 125 kW. Donc ça permet de récupérer sur cette version 40 e-tron 130 km en 10 minutes de charge. Et puis surtout, elle s'équipe d'un chargeur d'origine en courant alternatif de 11 kW. Côté consommation, alors sans vraiment chercher l'économie d'énergie à tout prix, sans vraiment chercher à optimiser la régénération par les différents modes proposés, et sur un tracé qui était assez équilibré entre conduite rurale, extra-urbaine en tout cas, et puis traversée d'agglomération, j'arrive à une consommation moyenne de 19,2 kWh au 100 km. Ça voudra dire que dans les faits, eh bien, on peut s'approcher des 400 km dans une telle situation, donc 400 km d'autonomie réelle, ce qui est tout à fait appréciable, ce qui est largement suffisant pour la plupart des usages. Et puis ça permettra surtout de s'approcher des 520 km promis lorsqu'on tirera vraiment parti de tous les modes de régénération proposés et qu'on cherchera vraiment à optimiser son autonomie. Et puis pour ceux qui seront intéressés, sachez encore que ce Q4 e-tron peut tracter jusqu'à 1,2 tonnes. Tu juges pour la caravane. Impeccable. Alors voilà, la route se dégage, je vais passer en mode dynamique. Ah oui, effectivement, on sent tout de suite qu'on a quelque chose de beaucoup plus réactif à la pédale. C'est vraiment du on-off dès qu'on appuie, ça donne un petit coup au bas des reins. Là. On sent tout de suite l'accélération au moindre mouvement de la pédale, et puis on sent que la direction est également bien raffermie comme il faut. C'est très agréable, on a quelque chose de très différent par rapport au mode confort sur lequel j'étais juste avant. Maintenant, on n'a pas non plus l'explosivité de certains modèles que je ne citerai pas. On a 204 chevaux et pour 204 chevaux, ça marche très bien, mais le 0 à 100 n'est parcouru qu'en, entre guillemets, 6,2 secondes. Alors ça va encore faire parler dans les commentaires, évidemment, de certains possesseurs d'autres modèles qui accélèrent beaucoup plus fort, mais 6,2 secondes pour un tel véhicule, eh bien, je trouve que c'est largement suffisant. Et voilà, je vais repasser maintenant en mode Efficiency. Alors ce mode Efficiency est bien sûr destiné à optimiser autant que possible l'autonomie, donc à réduire la consommation d'énergie, et pour cela, eh bien, la vitesse se trouve bridée à 130 km/h sur ce mode. Et puis si ce n'est pas encore suffisant, si vraiment on voit qu'on va être trop court pour arriver jusqu'à la borne de charge ou pour rentrer chez soi, le temps de trouver une prise en tout cas pour charger, eh bien il existe également un mode Range qui alors va vraiment couper tout ce qui n'est pas nécessaire dans le véhicule pour vraiment optimiser l'autonomie et qui alors va même limiter la vitesse à 90 km/h.
Et puis il reste à parler du prix. La version 35 e-tron commence à 41 990 €, ce qui est un prix honnêtement tout à fait correct pour la catégorie et pour le segment premium en tout cas. Bien sûr, la liste d'options, comme toujours chez Audi, est très longue, mais le prix d'attaque est relativement contenu. On a ensuite cette version 40 e-tron qui est à 48 500 €. Et puis tout en haut de la gamme, la 50 e-tron sera à 56 350 €. Et puis pour la prochaine version Sportback qui arrivera, donc je le rappelle, au mois d'août, eh bien comptez 2000 € de plus, avec par contre quelques équipements supplémentaires, puisque cette version Sportback sera directement proposée avec le kit S-Line, donc uniquement dans sa configuration extérieure la plus sportive. Et puis elle sera dotée de quelques équipements supplémentaires, notamment le haillon électrique de série, ce qui n'est pas le cas sur cette version. En conclusion, que retenir de ce Q4 e-tron? Eh bien qu'on a quelque chose de typiquement Audi dans la présentation et dans les qualités du véhicule, autant la qualité de fabrication que la qualité de finition, et même dans la conduite, à savoir qu'on n'a pas quelque chose de foncièrement dynamique, de foncièrement incisif à la conduite, mais quelque chose qui affiche un très bon compromis entre confort et dynamisme. Et puis surtout, les différents modes permettront vraiment d'accentuer l'une ou l'autre caractéristique suivant les habitudes et les goûts de chacun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions en commentaire éventuellement, et puis je tenterai d'y répondre du mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Salut!